Namasté, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le deuxième live sur l'automne, qui est la saison Vata. Et donc, nous allons voir ensemble comment mieux vivre l'automne. Lors du précédent live, que je vous invite à regarder si vous n'avez pas eu l'occasion de le regarder, euh, l'objectif c'était de comprendre l'automne et pourquoi c'était une saison Vata et comment l'automne augmentait Vata en nous. Puisque on est souvent déséquilibré Vata à l'automne et donc il y a bien un truc qui fait que Vata va se déséquilibrer en nous. Et donc maintenant l'objectif, ça va être de voir comment est-ce que nous pouvons adapter notre quotidien pour rééquilibrer, réharmoniser Vata dans notre corps. Dans notre corps, quand je parle de notre corps, c'est vrai que je pourrais dire nos corps, dans tout notre être, euh, puisque on est en Ayurveda et on a une approche holistique. Donc on va autant s'intéresser au corps physique qu'au corps plus subtil, notamment les émotions, le mental et la connexion à soi. Pour petit rappel, euh, Vata, c'est le dosha qui régit l'air et l'éther, et ses caractéristiques principales sont le froid, le léger, le mobile, il m'en manque un, léger, mobile, froid. Non, voilà, on a les trois, c'est bon. Donc c'est les trois principales. Il a d'autres caractéristiques, mais les trois principales, c'est celle-là. Et donc, pour harmoniser, on va amener dans notre hygiène de vie et dans notre alimentation. Là, aujourd'hui, on va s'intéresser plutôt à notre hygiène de vie. Donc, l'hygiène de vie au sens large, hein. Ça comprend les activités, ça comprend le sport qu'on peut pratiquer, de quoi on se nourrit en fait de manière non alimentaire, on va dire. Et donc, pour harmoniser ce petit vata qui a tendance à se déséquilibrer, on va aller amener les caractéristiques contraires, des qualités contraires opposées à ces qualités, de manière à rétablir la balance, à rétablir l'harmonie. Donc, au froid, on va aller amener du chaud. Au sec, on va aller amener de l'humide et de l'onctueux. Au léger, on va amener du lourd. Et au mobile, on va amener du statique. Je me disais bien qu'il y en avait 4 et pas 3. Voilà. Donc maintenant, on a les 4. Vous avez les 4. Merci de votre compréhension. C'est le stress d'être en live comme ça. Euh, donc voilà l'objectif. Et ça va être vraiment les maîtres mots. Ça, si vous avez compris ça, vous pouvez éteindre la vidéo, c'est fini. Vous avez tout compris, quoi. Vous avez tout compris de l'Ayurveda. L'Ayurveda, la base de la base, c'est de comprendre les gunas, ce qu'on appelle les gunas, c'est ses caractéristiques. On en a parlé lors de la dernière vidéo. Je vous invite vraiment à y jeter un petit coup d'œil. Ça vaut le détour. Voilà. Donc, comment adapter notre hygiène de vie pour harmoniser Vata? Puisque Vata, en plus, c'est un dosha qui va se rééquilibrer, se réharmoniser à 80% avec l'hygiène de vie. Le reste, c'est pas très important. On a souvent tendance à se focaliser sur l'alimentation, sur la phytothérapie, machin. C'est des broutilles, ça. Pour Vata, c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est l'hygiène de vie. Et dans l'hygiène de vie, ça va être la régularité. Un Vata, c'est très mobile. Ça part dans tous les sens. Vata, enfin, si vous êtes Vata, peut-être, ou si vous connaissez des personnes Vata, c'est vraiment on a tendance à aller à droite, à gauche, à papillonner. Voilà, ça c'est des petits Vata. La régularité va amener de la statique. La statique, c'est pas, on va pas chercher l'immobilité. Elle est pas bonne l'immobilité, c'est amasique. Et ça on veut pas. Ça va être plutôt voilà, de mettre un cadre, d'harmoniser ce mouvement. Ce mouvement est nécessaire.
Vata, c'est quand même le dosha qui est essentiel à la vie, parce que la vie est mouvement. Sans Vata, il n'y a pas de vie. Pitta et Kapha, ils sont bien jolis, mais sans Vata, il n'y a pas de mouvement, ils ne créent rien. Donc c'est vraiment, voilà, on est là avec Vata pour harmoniser, rétablir de l'équilibre, rétablir de l'harmonie dans ce mouvement-là, et que ce mouvement, au lieu d'aller à droite, à gauche, il suive un petit peu notre mouvement naturel d'élévation, d'éveil, d'évolution. Voilà. Et ça, pour éviter que ça parte dans tous les sens, on va rétablir de la régularité, des piliers, je veux dire, vraiment, on va poser des piliers essentiels. Et les piliers essentiels dans notre vie, c'est le lever, c'est notre sommeil, donc le lever et le coucher, et les repas. Les activités vont suivre d'elles-mêmes après. Donc vraiment, amenez de la régularité dans vos repas, dans vos levées et vos couchers. C'est la base de votre santé, c'est la base d'un vata équilibré. Et donc, le but, c'est pas de tomber dans la monotonie, pas du tout. C'est de la régularité. Donc, amener de la régularité dans les heures, amener de la régularité dans les jours et dans les semaines. Voilà. Bien entendu, en bienveillance avec votre rythme de vie. En France, on aime bien les week-ends. Donc, forcément, vous allez adapter. Mais si un changement, par exemple, vous vous levez toute la semaine, je dis n'importe quoi, allez, vous suivez un petit peu les préceptes de l'Ayurveda, vous vous levez à 6h du matin. En gros, hein, on va simplifier. Et le week-end, une petite grasse mat quand même, pour dormir un petit peu plus. Déjà, the good question is, avec les grasses mat, pourquoi j'en ai besoin? Est-ce que je dors suffisamment? Si vous dormez suffisamment, il n'y a pas besoin de grasse mat et votre corps, il se réveillera tout naturellement à 6h du matin. Comme il en a l'habitude et comme le cycle naturel l'invite à le faire. Voilà. Bon, bref, mettons que vous avez besoin d'une grasse mat. Eh bien, si la grasse mat, elle est tous les samedis ou tous les dimanches, il y a une forme de régularité. Vous voyez, voilà, la régularité, c'est pas la monotonie. C'est juste, voilà. Quand quelque chose qui rompt avec le cycle revient de manière régulière, il n'y a pas de souci. On est dans la régularité, il n'y a pas de souci. C'est beaucoup moins problématique que si un jour je me lève à 6h, l'autre jour je me lève à 10h, puis là je me lève à 4h, puis là je me réveille à 11h. Ça, c'est affreux pour Vata. Enfin, de toute façon, c'est affreux pour tout le monde, ce truc-là. Mais particulièrement pour Vata. Donc vraiment, amener de la régularité. Et d'autant plus que là, on a un petit truc sympa qui arrive à la fin du mois, c'est le changement d'heure. En plus, il me semble, dans ce sens-là, il est un peu moins cool. Enfin, on a tendance à le vivre un petit peu moins cool. Sauf que si vous amenez la régularité, le changement d'heure, il va passer comme ça. Sincèrement, le changement d'heure, c'est tellement simple de vivre, mais ça, on décale notre journée d'1 heure. Alors pourquoi on attend toujours le dernier moment pour changer tout d'un coup, bim, et foutre 1 heure dans la gueule de notre organisme? Franchement, la régularité, et tous les jours, vous avancez de 5 minutes. Le changement d'heure, il va passer, mais tranquille. Hein. Pas de fatigue, rien. Au contraire, ça va vous donner une nouvelle énergie. C'est génial. Ouais, c'est pas beau la vie, quand même. Donc, comment faire? Vous me direz, amener de la régularité, il est bien gentil, mais là, comment faire concrètement? Voilà. Là, on est vraiment dans le concret, c'est le but. Vous régularisez votre heure de lever. L'heure de coucher va automatiquement se régulariser. Vous allez caler l'heure de coucher par rapport à votre heure de lever. Généralement, on est beaucoup plus strict parce que le matin, il faut que j'aille travailler, machin, donc à telle heure, il faut que je sois levé. Vous la calez, celle-là. Et ensuite, vous savez que si vous êtes Prakriti Vata ou si vous êtes tendance Vata, il vous faut à peu près 8 heures de sommeil. Vous calculez à l'heure à laquelle vous allez vous coucher. Si vous êtes plutôt à tendance Pitta, c'est 7 heures. Et si c'est Kapha, plutôt 6 heures de sommeil. Voilà, calez votre heure de lever, l'heure de coucher elle viendra automatiquement derrière, quoi. Et donc, oui, ça implique de se coucher tôt. Et oui, mais c'est plutôt bien de se coucher tôt, franchement. C'est plutôt une bonne habitude. Et puis, sincèrement, la plupart du temps, enfin, je ne connais pas personnellement, mais
Mais souvent, les heures qu'on passe entre le dîner et le coucher, c'est pas forcément les heures les plus intéressantes de notre journée, quoi. Si c'est pour regarder, écrasé dans le canapé, un feuilleton ou une émission à la télé, voilà. Si vous en avez besoin et si ça fait vraiment, c'est vraiment un élément qui est, c'est THE truc de la journée pour vous, continuez-le, il n'y a pas de souci. Par contre, peut-être posez-vous les questions. Si koh est la meilleure partie de votre journée, je veux pas dénigrer les émissions qui passent à la télévision, hein. Tu vois, je suis plus peut-être que, enfin je sais pas parce que enfin, la télévision c'est fini, mais donc je suis peut-être pas à jour des émissions qui sont in maintenant, mais voilà, dites-vous tiens, bon, c'est quand même le truc qui me fait du bien dans la journée, c'est de me vautrer dans le canapé le soir avant de me coucher. Voilà. En plus, bon, on le sait, hein, l'effet des écrans sur la qualité du sommeil et la qualité de l'endormissement, c'est quand même pas la meilleure, quoi. Enfin bon, bref, c'est comme ça. En douceur, réadaptez votre rythme de vie, réadaptez la régularité de vos couchers. Et derrière, mais bien entendu, les heures de repas vont se caler. Si je me couche tôt, je vais dîner plus tôt. Si je me lève plus tôt, je vais petit déjeuner plus tôt. Tranquille, shanty, c'est nickel. Tout se fait. Et en fait, après, vos activités, elles vont se retrouver calées automatiquement derrière, quoi. Et ça, c'est que du bonheur, quoi. Le matin également, vous avez sans doute entendu parler de la dinacharya. La dinacharya, c'est des petits rituels du matin, ces petites habitudes qui permettent de réveiller intelligemment le corps, le mental, l'esprit et la connexion à soi. Et vraiment, là, il y a des petits trucs qui sont vachement sympas. Déjà, parce que ça va amener de la régularité. Ça va permettre, au lieu de se lever et de courir de suite, non, j'ai déjà un temps pour moi. J'ai un temps le matin où je vais pouvoir prendre soin de moi, prendre soin de mon corps, me reconnecter à mon corps, me reconnecter à ma véritable nature. Quand c'est dit comme ça, c'est plutôt sympa à faire. Et ça, je suis bien d'accord avec vous. Les petits rituels qui sont vraiment sympas à mettre en place et qui sont assez simples, vraiment simples et qui font vraiment du bien à Vata, le grattage de langue. Voilà, ça c'est vraiment simple. Vous prenez un petit gratte-langue en cuivre, vous retirez ça. Toujours de vivre, vivez-le avec beaucoup de bienveillance. Vivez-le pour vous faire du bien. Et du bien à votre corps physique, mais également à vos corps plus subtils. Vraiment. On fera un live sur la dinacharya si vous voulez. Après, Gandusha. Gandusha, c'est le gargarisme avec une cuillère à soupe d'huile de sésame. Elle est tridoshique, il n'y a pas de problème. En plus, c'est excellent en hiver, c'est excellent à l'automne. Hop, vous avalez une. Enfin, vous l'avalez. Non, justement, vous l'avalez pas. Vous prenez une cuillère à soupe d'huile de sésame. Vous laissez, vous passez bien partout et vous crachez quand l'huile va devenir liquide. En fait, sous l'action de la salive, l'huile va se devenir un peu plus liquide, elle va commencer à être digérée et on a l'impression d'avoir de l'eau en bouche. Et à ce moment-là, c'est bon, c'est prêt. Ch'ting, vous n'avez plus qu'à recracher ça. Nasia également. Nasia est une pratique excellente. Et là, vous pouvez également la faire le soir. C'est excellent pour Vata. Vous prenez une petite goutte d'huile de sésame. Vous la mettez sur votre petit doigt. Vous prenez le petit doigt, comme ça, et vous venez mettre vos petits doigts. C'est pour ça qu'il faut le faire avec le petit doigt. Avec le pouce, c'est un peu moins agréable. Et vous venez mettre vos petits doigts dans vos narines. Et en inspirant, vous tapissez l'intérieur de vos narines avec cette huile-là. Et c'est absolument divin. Et c'est absolument divin encore plus pour Vata. Voilà. Je ne développe pas, c'est pas l'objectif. On fera un prochain live sur la dinacharya où on prendra le temps vraiment de vivre tout ça de manière dans notre corps physique, mais également dans notre mental, dans nos émotions, dans notre esprit, parce que c'est du pur bonheur la dinacharya. Vraiment, vraiment, c'est du pur bonheur. Et dernière petite routine qui est vraiment essentielle à l'automne et en hiver, puisque l'automne permet également de préparer l'hiver, c'est Uchapan. La première boisson que vous allez boire, quand même, c'est pas rien. Et là, vous allez boire 1 à 2 grands verres d'eau, tiède ou chaud.
Chaud si vous êtes à tendance Kapha ou Vata. Tiède ou à température ambiante si vous êtes à tendance Pitta. Et ça va venir amener de la chaleur. Ça va réveiller tout le tube digestif et ça va faire un bien fou. Ça va purifier le corps. Et donc là, avec ces 4 petits rituels, vous amenez de la chaleur. C'est bien parce que Vata il est plutôt froid, donc ça va le rééquilibrer. Vous amenez de l'onctuosité, l'huile, par l'huile. Mais Vata il est sec, ça va lui faire du bien. Et vous amenez de la régularité puisque c'est quelque chose que vous allez faire régulièrement. Mais c'est que du bonheur ça, franchement. Et ça vous prend quoi? Allez, ça va vous prendre 5 minutes. 5 minutes chaque matin. Et vous allez voir les effets que ça peut avoir sur votre corps, sur vous, sur votre être, sur votre petit Vata, quoi. C'est que du bonheur. Ensuite, un très bon moyen également d'apaiser Vata, donc on a vu, c'est d'amener de l'onctuosité, et là, le massage, qui va permettre également de l'amener de la régularité. Alors, faites-vous masser ou automassez-vous. Rien n'est plus simple. Prenez un peu d'huile, vous la faites chauffer. Prenez un chauffe-vibro, c'est nickel, ça va chauffer votre huile juste à la bonne température. Et si vous pouvez vous faire un automassage entier, c'est nickel, c'est parfait. Si vous ne pouvez pas, il y a des pieds, oui, dont les pieds font partie, il y a des points vraiment stratégiques à masser. Les pieds, le sommet du crâne, le dos et le bas du ventre. Voilà, au moins massez-vous ou automassez-vous ça. Avec de l'huile chaude, on va aller chercher une huile relativement lourde. Le but c'est d'apaiser Vata et chaude. L'huile de sésame est fantastique pour ça. Voire l'huile d'amande, si bien, mais elle est un petit peu plus refroidissante. Donc si vous êtes Pitta, prenez de l'huile d'amande. Si vous sentez que le sésame vous chauffe trop, prenez plutôt de l'huile d'amande. Pour Kapha et Vata, vous ne posez pas la question, vous prenez le sésame. Et ça, mais voilà, c'est quelque chose, c'est des massages, faites-vous des massages doux. Le but, c'est pas de frotter comme ça dans tous les sens. Au contraire, vous allez ramener du mouvement, pas du tout. C'est tranquille, avec des gestes amples, ronds. Voilà. J'amène de la régularité, de la douceur à mon corps qui en a tellement besoin. Et ça, voilà. L'automassage, il n'y a pas de... ça peut jamais être excessif, on va dire entre guillemets. Bon, sauf si vous êtes Kapha et que vous utilisez... voilà, ça c'est pas très bon d'amener trop d'huile si vous êtes Kapha ou si vous êtes Pitta, pareil. Mais si vous êtes un petit peu déséquilibré Vata, un automassage de... au moins une fois par semaine. Au moins une fois par semaine, quoi. Si vraiment vous êtes déséquilibré Vata, c'est tous les jours. Mais tranquille, on n'est pas là pour perturber, pour tout changer. Au contraire, le changement c'est du mouvement, ça va augmenter Vata. Donc, faites-le. Autorisez-vous un moment, un matin ou un soir, vous faites ces massages-là. Et puis vous passez après sous une douche chaude. Gardez un petit peu l'huile bien au chaud parce que là, il faut garder la chaleur quand même. Et puis après, vous prenez une douche chaude. La douche chaude, en fait, elle va ouvrir les pores de la peau, ce qui va permettre à l'huile de rentrer et donc de pénétrer dans les tissus profonds. Et là, on a une action vraiment très profonde dans le massage. Et ça, c'est top. Également, tant qu'on est à se faire plaisir aussi, le hammam est excellent. Voilà, c'est vraiment top pour Vata, le hammam. Il y a de la chaleur, il y a de l'humidité, c'est top. Les bains chauds, pareil, alors pas brûlant non plus, mais un bain chaud, c'est excellent. Et tout simplement, un bain de pied aussi, c'est absolument divin. Ça, vous rentrez le soir, pouf, un petit bain de pied, mais c'est génial. Et encore mieux, vous vous massez les pieds avant et vous faites votre bain de pied après. C'est top. Dans les activités, on va aller rechercher, pareil, des activités régulières, des activités plutôt chaudes, des activités sans mouvement partout, quoi. Évitez le squash dehors, quoi, pour Vata. Voilà, c'est vraiment pas recommandé. Évitez le vélo, c'est pas top. Ou en salle, ou à la rigueur le vélo chez vous sur un vélo d'appartement. Pourquoi pas? Dans tous les cas, voilà, dans vos activités, quelles qu'elles soient, vraiment privilégiez des activités où il fait pas chaud, mais en tout cas où il fait pas froid. Évitez le froid, évitez le vent, évitez les activités à l'extérieur quand il fait
vraiment froid ou quand il y a du vent, privilégiez les activités d'intérieur. Naturellement, on est plus porté à rester à l'intérieur, quoi. Bon, une petite marche par contre pour aller en contact avec la nature, c'est super ça, c'est génial. Mais couvrez-vous bien en tout cas. Souvenez-vous, on cherche à contrer le froid, on cherche à contrer la mobilité, on cherche à contrer la sécheresse et la légèreté. Donc on va ramener les qualités contraires pour... Voilà. Donc les meilleures activités pour Vata, ça va être les sports et les activités douces. Là on retrouve le yoga bien entendu, un yoga mais doux. Alors, si c'est... Enfin bon, bref. On ne va pas rentrer dans les détails du yoga, mais un yoga doux ou une marche. Voilà, vous marchez. C'est excellent pour Vata, ça. Également, dans vos activités, là on a vu plutôt le côté loisir, hein, le côté sport même, ménagez-vous. Évitez le surmenage, évitez de courir à droite à gauche. Au travail, faites une tâche par une tâche. Gérez pas 10 tâches en même temps. Évitez la dispersion dans vos activités, quelles qu'elles soient, de manière que ce soit d'un point de vue professionnel, mais d'un point de vue personnel également. Évitez de faire 5 sports différents. Évitez de courir à droite à gauche, voilà, vite, vite. Non, ok. J'essaye d'organiser un petit peu mon truc, mon quotidien, on va dire. Je l'essaye d'organiser de manière à ne pas courir partout à droite à gauche. Prenez le temps. Soyez présent dans ce que vous faites. C'est également éviter la dispersion, ça. Et ça ramène la pleine conscience. La pleine conscience, c'est quand même la base de tout. C'est la base de votre santé, de votre bien-être, de votre joie de vivre, la pleine conscience. Donc, ramenez la pleine conscience. Quand vous faites quelque chose, vous le faites. Je suis pas en train de... Voilà. Quand j'écoute un live, par exemple, je suis pas en train de cuisiner en même temps, ou je suis pas en train de regarder mes mails ou un chat. Non. Concentrez-vous. Ramenez. Voilà. Évitez de vous disperser. Ça, c'est bien. Évitez également les excès de parole. Ça, c'est flagrant chez les personnes qui ont un déséquilibre Vata. Elles parlent très très vite, elles sautent alors, du coq à l'âne tout le temps, c'est même épuisant de les suivre. Voilà, évitez. Évitez également les excès de pensée, les voyages également. Bon, là c'est peut-être un peu plus restreint, mais bref, voilà, tout ça, tous les changements, en fait, dès que je vais sauter d'un truc à un autre, c'est de la mobilité, c'est de la légèreté, donc je renforce Vata, je redéséquilibre Vata. Donc vraiment, voilà, prenez le temps, posez les choses, posez le statisme, amenez un petit peu de douceur. Voilà. Privilégiez également la lecture ou la méditation aux écrans. Voilà. Un écran, mais imaginez le nombre d'images que vous intégrez par seconde quand vous regardez un écran. C'est colossal. Enfin, il y a énormément de mouvements. Voilà, moi je fais ça. Vous imaginez le nombre d'images que vous passez. Et puis là, bon, derrière, c'est toujours le même derrière. C'est toujours la même personne que vous voyez quand vous regardez la télévision, mais ça saute, les couleurs sont différentes, l'intensité est différente, les voix sont différentes. Tout ça, c'est que du changement. Et ça amène du changement. Un livre, quand vous le lisez, c'est quand même carrément plus posé. Quand vous méditez, c'est encore mieux. Voilà. Également, ayez une activité sexuelle modérée. Tout simplement parce que, déjà, toujours, on modère. Ça, c'est plutôt pour Vata. Et l'activité sexuelle est énergivore énormément et demande beaucoup de fluide, notamment chez les hommes, mais également chez les femmes. Et ça va assécher le corps, si on est en excès, bien entendu. Donc, voilà. Ayez une activité plutôt modérée. Et développez également la paix. Voilà. Soyez en paix avec vous. C'est la base de tout. Et prenez soin de votre corps et de vos sens. Voilà. Parce que notre corps, ok, nos sens aussi, c'est toute l'alimentation non biologique, non alimentaire, on va dire, qu'on a. Mais ça, voilà, si on ne prend pas soin de nos sens, ils vont être surmenés. Et ça, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Surtout pour un matin.
Je vous propose quand même juste un petit focus sur le yoga. Voilà. Si vous le pratiquez avec un prof, c'est super, voilà, il y a toutes les chances pour qu'il adapte son enseignement à la saison, et ça c'est top. Si vous le pratiquez chez vous, voilà, prenez le temps, voilà, c'est ça. Il faut un yoga doux, un yoga qui va privilégier le statisme dans les positions, dans les asanas. J'évite d'enchaîner 20 asanas, non, j'en fais moins et je tiens la position. Je tiens, donc on amène du statique. Et ça, c'est super pour Vata. Il y a quand même, parmi toutes les asanas qu'on peut faire, voilà, il y a vraiment la façon dont on va les faire qui est primordiale. Donc, doucement, dans la régularité du mouvement et en privilégiant des pauses, statisme. Derrière, il y a les asanas, privilégier les asanas assises, allongées, là où on va poser en fait, les flexions vers l'arrière et les postures inversées. Le yoga, le primordial dans le yoga, c'est le souffle. Donc vraiment, concentrez-vous, enfin comme tout le temps, quand on fait du yoga, concentrez-vous sur le souffle, sur la respiration. Cette respiration, il faut qu'elle soit profonde, et il faut qu'elle soit ample, et il faut qu'elle soit régulière pour Vata. Et ça, c'est top. Et là, bon, pour vous donner quelques idées de postures qui sont également très bénéfiques, la posture du guerrier, la posture de la déesse, la posture du papillon, la posture de la charrue et de la torsion sont excellentes. Je ne vais pas vous les montrer, ce n'est pas l'objectif de ce live. Il y a plein de vidéos, il y a plein de cours absolument magnifiques là-dessus, donc allez-y, vous savez vers quoi il faut aller. Si vous n'avez pas trop le temps ou pas la volonté de faire tout un petit rituel autour de ces asanas, là, tout simplement la salutation au soleil. C'est génial, c'est simple à faire et elle peut être faite par tout le monde. Donc vraiment, en plus il y a des petites variations à l'automne qu'on peut faire, parce que bon voilà, il y a beaucoup de variations de la salutation au soleil, mais il y a des petits trucs comme ça, hop, ça fait vraiment du bien de les faire à l'automne. Et donc, là encore, Shanti, vous n'êtes pas précis sur la salutation. Si vous n'avez pas l'habitude de la faire, vous en faites une. Régulièrement, voilà, vous dites, bah tiens, je la fais une fois par semaine, ok, et dans la régularité. Ou je la fais 2 fois par semaine, ou 3 fois, ou 4 fois, peu importe. Je la fais une fois, 2 fois, je fais 2, 3 salutations solaires. Soyez cool avec vous et posez-vous, voilà, et dites, ok, cette semaine, j'ai essayé de le faire 3 fois par semaine, ok, je vais le faire le lundi, le mercredi et le vendredi, ok, c'est cool, et je vais essayer d'en faire 2. Ok, voilà, ça c'est la régularité. Et il vaut bien mieux faire ça que de dire, oh bah tiens, allez, je le fais pendant 3 jours à fond, puis j'en peux plus, puis j'arrête tout, puis la semaine prochaine, voilà. Alors là c'est complètement décousu, ça part dans tous les sens, c'est pas ok. Petite question, dans l'idéal, il faut faire une séance de combien de temps si on en fait 3 fois par semaine? Le temps qui vous convient. Il n'y a pas de durée là. Qu'est-ce qui est bon pour vous? Pour des personnes, ça va être très bon de faire 1 heure de yoga. Puis peut-être pour vous, vous allez, là, 1 heure, mais non, j'ai pas le temps, quoi. C'est pas possible, je peux pas faire 1 heure de yoga. Faites 20 minutes de yoga, c'est super. C'est comme la méditation. Oui, il y a des durées qui sont mieux que d'autres. Ok. Avant d'en arriver là, dites-vous, quelle est la durée où je vais être en harmonie avec moi, en harmonie avec mon contexte de vie, et cette durée-là, elle va me correspondre. Et là, quand je vais faire mon yoga, je vais pouvoir vraiment être à fond dedans, être pleinement conscient dans mon yoga, dans ma pratique de méditation, dans ma pratique de yoga. Si c'est se dire, il faut que je fasse 1 heure, et vite, parce qu'après, oh là, vite, il faut que je cours parce que j'ai... Bah non. Le yoga, ça commence quand vous sortez du tapis, quoi. Donc, dites-vous, voilà, je vais faire 20 minutes de yoga, après je vais faire 10 minutes de méditation, et voilà, et après j'ai 5 minutes tranquilles, avant de me lever, avant de continuer ma journée, etc. Il vaut bien mieux
faire ça que de dire ouais vite on m'a dit qu'il fallait 1 heure de yoga. Qui ça on non on c'est non il vous connaît pas, il connaît pas vos contextes de vie, il sait pas comment vous êtes ce matin, il sait pas ou ce soir ou cet après-midi. Euh, donc non, adaptez-vous vraiment, mais toujours dans cette régularité là. Posez-vous quand même l'intention en disant voilà, je souhaite faire, je dis n'importe quoi, une demi-heure de yoga par jour, 3 fois par semaine. Non, oui, voilà, une demi-heure de yoga 3 fois par semaine. Vous posez l'intention et vous le faites. Et si c'est ok pour vous, bah c'est pas grave, c'est super et vous pouvez faire idem la semaine d'après. Si vous voyez, ah bah non, tiens, j'ai plus de temps la semaine prochaine, et bien vous augmentez un petit peu. Et si vous avez un petit peu moins de temps, un petit peu moins de temps. Le tout, c'est vraiment d'être pleinement conscient. Il vaut mieux faire 5 minutes, il vaut mieux faire une salutation au soleil, une seule, mais être pleinement dedans, que de faire toute 1 heure de yoga en n'étant pas dedans. Voilà. Merci pour votre question. Et la salutation au soleil, bah, si vous voulez, je ferai un petit live, voilà, tranquille, pour montrer un petit peu comment est-ce qu'on peut vivre ça pleinement, les différentes postures. Et ok, ça va faire pas mal de live. Mais c'est sympa, donc c'est cool. Également, tant qu'on est dans l'hygiène de vie, dans le yoga, on ne peut pas parler de yoga sans pranayama. Pranayama, c'est la respiration, donc là, une très simple. Il y en a 2 vraiment hyper simples que tout le monde peut faire. C'est la respiration Soham, la première. C'est tout simplement cette petite respiration très subtile, profonde et complète. Donc là, vraiment, je viens remplir tout mon être. C'est une respiration complète. Donc ça vient remplir mon bassin, toutes mes côtes et toute ma poitrine. Et là, Soham, ça veut dire je suis en fait. Et si vous faites attention, vous allez, quand vous faites une respiration, alors on ne fait pas de la respiration n'importe comment, on s'assoit, on a le dos plutôt droit, et on a le menton légèrement rentré. Muladhara Bandha, Kuchali Mudra. On serre le périnée, la langue est retournée contre le palais, et on fixe le 3e œil, donc avec le regard qui vient fixer le 3e œil. Voilà. Ça, c'est la pratique traditionnelle de pranayama. Après, on peut faire des mudras aussi, donc un mudra très simple, voilà, Jan Mudra, voilà, le pouce sur l'index, vous posez votre main sur votre cuisse. Si vous préférez un peu plus d'ancrage, vous faites Shin Mudra, c'est le même, mais la paume de main va être posée sur les genoux. Voilà. Et là, vous êtes installé, tranquille, bien, soit sur une chaise, soit assis comme vous voulez, sur un coussin, peu importe. Ce qui est juste pour vous, ce qui est bon pour vous. Et cette respiration Soham, c'est un petit peu comme si vous vous nettoyez vos lunettes, vous savez, on fait comme ça. Et là, c'est exactement pareil, sauf qu'on va le faire avec la bouche fermée. Alors, je ne sais pas si vous entendez. Voilà, c'est un petit peu comme si on entendait l'océan, si on avait l'océan dans notre gorge. Et là, si vous écoutez bien le son de la respiration, vous allez entendre le son So à l'inspiration et le son Ham à l'expiration. Je suis. Simplement ça, avec une respiration ample, profonde. Un pranayama tout simple, mais ô combien efficace. C'est la base de tous les pranayamas. On devrait faire ça. On ne peut pas comment... Enfin bon, bref, voilà. C'est très bien de le faire. Et également, il y a Nadi Shodhana. Nadi Shodhana, c'est cette respiration alternée où je vais venir respirer avec ma narine gauche puis ma narine droite de manière alternée. Donc là encore, je mets Muladhara Bandha, Kuchali Mudra et je converge le regard au niveau du 3e œil. Ma main gauche, je la mets en Jan Mudra ou Shin Mudra, peu importe, voilà. Ou elle peut venir également au niveau du périnée, pas du périnée, au niveau du jala. C'est le centre énergétique qui se situe 3 doigts en dessous du nombril. Voilà, vous pouvez mettre tout simplement la main là. Et l'autre main, vous allez faire ce mudra là. Vous fermez votre poing, vous sortez les 2 derniers doigts. Alors parfois, il y en a un qui veut se lever en même temps, c'est pas toujours très facile. C'est intéressant aussi que ce soit pas facile, mais il faut accueillir. Et le pouce. Et vous allez venir, voilà, comme ça fait une petite pince. Et on va commencer, toujours, on inspire. On va venir boucher la narine droite, expirer de la narine gauche. Inspirer de la narine gauche. Inverser, donc je viens boucher ma narine gauche, je viens ouvrir ma narine droite. Et je souffle.
J'inspire par la narine droite. Et je bascule et j'expire par la narine gauche. Vous avez fait un cycle de Nadi Shodhana. C'est génial. Ça fait déjà du bien. Et ça, c'est top. Juste comme ça, voilà, une respiration profonde, pleine. Après, on peut rajouter des temps. C'est très bien si vous êtes à l'aise avec ça. Mais déjà, rien comme ça, c'est super. Et là encore, il n'y a pas de durée, il n'y a pas de... Tranquille, quoi. Shanti. Vous faites le temps qui est bon pour vous. Vous faites vraiment le temps qui est juste pour vous. Et voilà. Donc si c'est 1 minute, c'est 1 minute. Si c'est 3, c'est 3. Si c'est 5, c'est 5. Si, pour les petits pitas, si vous voulez compter le nombre de respirations que vous faites, amusez-vous à les compter. Ce qui peut être très intéressant aussi, c'est de le faire avec des mantras. Et alors là, on a des mantras qui sont vraiment très simples. Alors, c'est Bija mantra, c'est les petits mantras. On ne va pas se lancer dans les grands mantras. Ça, c'est autre chose. Mais on sait qu'un déséquilibre vata, voilà, les petits vata ont tendance à être anxieux, ont tendance à avoir peur. Et donc, on va aller chercher des mantras qui apaisent la peur, qui dissipent la peur. Et donc là, il y a allez, il y en a 5, je vais vous en dire 5. 5 Bija mantras qui sont absolument fantastiques. Ram, Sham, Hum, Rim, Shrim. Voilà. Et ça, c'est top. Et ça va, voilà, toute cette pratique-là, parce que vous pouvez réciter ces mantras pendant que vous faites votre pranayama ou pendant que vous méditez, ça va toujours avec cette volonté de s'ancrer, de s'enraciner, de statisme, entre guillemets. Voilà. Et ça, c'est le mieux pour Vata. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Petite question, quels bénéfices ont les temps comme par exemple 4, 8, 16 ? Alors 4, 8, 16, déjà, ça n'existe pas. C'est plutôt 4, 16, 8. Puisqu'on parle en fait de 4, le temps d'inspiration, 16, le temps de rétention, et 8, le temps d'expiration. Donc ça, c'est des rythmes qui sont sacrés, on va dire, qui ont vraiment un effet. Alors, juste pour faire une petite parenthèse, pas trop longue, je vais essayer d'être court. Pour commencer, ne faites pas de rétention. Si vous voulez faire avec des choses comme ça, vous inspirez 2 temps et vous expirez 4 temps. C'est-à-dire que l'expiration va être le double de l'inspiration. Et à partir de ce moment-là, en fait, quand on a compris 2 et 4, on peut faire 3 et 6, 4 et 8, 5 et 10, etc. etc., etc. Et donc, voilà, quand on compte déjà, c'est pas, on compte pas 1, 2, 3, 4, 5 comme ça. Une seconde yogi, c'est ça. Voilà, ça c'est les temps. Et si vous vous écoutez bien, ça peut notamment, enfin si vous avez l'habitude, vous pouvez également vous caler sur les battements de votre cœur. Ce qui est une très bonne pratique aussi. Quand l'expiration est le double de l'inspiration, on vient apaiser, on vient relâcher tout le système nerveux. Donc ça apaise énormément avec toutes les vertus d'un système nerveux apaisé. Elles sont longues, je ne vais pas les citer. Quand on rajoute un temps de rétention, c'est-à-dire que j'ai rajouté un temps de rétention à plein, puisque je vais faire 2, sur le même schéma, 2, 8, 4, je vais donc ne pas respirer, on va dire, voilà, bloquer ma respiration, donc garder tout l'air dans mes poumons, dans tout mon être, et là ça permet en fait d'expanser la matière. Ça expanse, voilà, toutes mes cellules, elles sont riches en oxygène, elles sont expansées totalement, comme ça, comme un ballon qui est gonflé, et là j'expanse au niveau de mon corps, et notamment je me connecte à l'univers, c'est ça qu'il faut aller chercher. Et ça, c'est absolument fantastique quand on fait ça, quoi. C'est absolument magique. Et on peut rajouter également un temps de rétention à vide. Une fois que j'ai expiré, je bloque et je fais une rétention à vide. Où là, je viens me réancrer en moi, quoi. Après m'avoir expansé dans l'univers, je viens me réancrer dans ma propre nature. Et là, c'est magnifique quand on fait ces respirations-là. Mais
ça a une puissance, mais oh là là. C'est pour ça, enfin, le pranayama, ça se fait pas n'importe comment non plus, quoi. Ça se vit vraiment et il faut y aller progressivement. Et ça, c'est juste. Ah. Bon, ça sera l'objet d'un nouveau live. On parlera de pranayama et des rétentions. J'espère que j'ai répondu à votre question. Voilà. Mais simplement déjà, la respiration complète, c'est la base. Et c'est déjà super bien pour apaiser Vata parce que quand on fait des rétentions, on amène quand même un changement. Et en fonction de comment c'est fait, en fonction de votre constitution, en fonction du moment de la journée, en fonction de tout ça, mais ça peut être hyper bénéfique comme ça peut l'être un petit peu moins. Donc voilà, prenez bien soin de vous. Alors, ces mantras ont-ils une signification? Y a-t-il un lien spirituel avec l'hindouisme? Alors, oui, ils ont une signification. Alors, je ne vais pas rentrer parce que la signification des mantras, c'est colossal quand même. Ça mérite un autre live également. Voilà, les mantras, les bija mantras, c'est des mantras qui sont courts, qui ont effectivement des significations très particulières. Euh, Vraiment, vivez-le. Un mantra, avant d'essayer de mentaliser le mantra, avant tout, c'est le vivre. Et une fois qu'on l'a vécu de l'intérieur, on peut mentaliser. Sinon, en fait, qu'est-ce qui se passe? Le mental, il vient court-circuiter. Et ah oui, ce mantra-là, il faut que j'aille chercher cette énergie-là. C'est naze. Enfin, non, bon, c'est dommage. Enfin, c'est bien aussi. Mais c'est tellement mieux de vivre. Et dire, waouh, ça résonne comme ça en moi. Ok. Waouh, waouh, waouh. Ok. Et là, après, je peux aller chercher. C'est plutôt dans cette. Moi, j'invite vraiment. Il faut d'abord vivre les choses avant de les comprendre. On peut comprendre, mais c'est pas pareil. Vraiment. Et alors, y a-t-il un lien spirituel avec l'hindouisme? Oui. Alors, je dirais même, c'est l'hindouisme qui a fait un lien avec ces mantras-là. Ces mantras-là, ils existent depuis bien plus longtemps que l'hindouisme. L'Ayurveda, le yoga, euh, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas rattaché à une religion, qui est rattaché à du spirituel, à une élévation de soi. Et donc, bien après, quand l'hindouisme est apparu, ben, effectivement, il s'est rattaché à ça. Mais c'est dans ce sens-là. Euh, Vous prenez par exemple un exemple, la méditation. Prenez tous les textes sacrés, les piliers des textes des grandes religions. Hein, on peut prendre donc la Bible, on peut aller chercher la Torah, on peut aller chercher le Coran, on peut aller chercher tous les textes sacrés, toutes les religions. Toutes parlent de la méditation. Moïse, quand il est allé sur le mont Sinaï pour récupérer l'étape de la loi, il était en méditation. Mohamed, quand il est allé sur le mont Shira, il était quand il a reçu le Coran, il était en méditation. Tous. Jésus est parti 40 jours méditer dans le désert. Bouddha a médité pendant 6 ans. Voilà. Bon, je ne suis pas un expert non plus en religion, mais tous ont médité. Donc il y a vraiment cette notion, avec ces pratiques-là, de spiritualité avant des notions religieuses. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, c'est différent, c'est tout. L'important, c'est ce qu'on en fait. Voilà. Après, on en fait des belles choses ou on en fait des moins belles. C'est comme ça. C'est la liberté de l'homme. C'est notre droit en tant qu'être humain. Voilà. Donc la méditation, on en a parlé. Voilà, vraiment, posez-vous. Pareil, commencez par 30 secondes de méditation, c'est déjà super. Voilà. Et visualisez, faites des méditations pour abandonner la peur, pour abandonner les soucis, l'anxiété, la négativité, le manque de foi, voilà, tout ça, le manque de confiance en soi. Tout ça, voilà. Tout ça, c'est des petits déséquilibres Vata. Donc, vous allez venir apaiser Vata de manière subtile. Et ça, c'est génial. Également, des petits trucs dans notre hygiène de vie, ça va être quelle musique on va écouter. Alors, bien entendu, je ne vais pas rentrer, est-ce qu'il faut écouter de la musique classique, du rock, Beethoven, Mozart, etc. Non, on va plutôt parler en termes de fréquence. Et là,
la fréquence qui va vraiment être bonne pour Vata, qui va permettre notamment de libérer la peur. Je parle beaucoup de peur, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important dans le contexte dans lequel on vit. Voilà, avec tout ce qu'on a vécu et tout ce qu'on est en train de vivre, je pense voilà, ça ressort beaucoup, en tout cas auprès des personnes que j'accompagne. C'est vraiment, voilà, on évolue beaucoup là-dessus. La fréquence pour libérer la peur, c'est 396 Hz. Donc là, vous pouvez taper sur YouTube, euh, pour pas le citer. C'est le seul, finalement, c'est le seul réseau social qui marche, qui n'a pas de bug. Bon, elle était facile à caser quand même. Voilà. Et donc ça, c'est la fréquence qui va permettre de se libérer de la peur. On vient travailler avec cette fréquence-là au niveau du chakra de base, le Muladhara chakra, donc avec une couleur rouge. Donc si vous faites de la méditation avec une musique, allez plutôt privilégier cette fréquence-là, cette visualisation-là et cette conscience au niveau de votre Muladhara chakra. Voilà. Également, on a la fréquence 432 Hz, qui est absolument magnifique, qui est la fréquence de l'eau. Elle est idéale pour le repos et pour le fonctionnement cérébral harmonieux. Donc ça va venir apaiser les pensées. Et ça, c'est top aussi, parce que voilà, petit Vata, on a tendance à un petit peu être agité là-haut. Donc voilà, c'est la fréquence de l'eau. Le cerveau, c'est 80% d'eau. Donc voilà, direct. Et là, on vient chercher Swadhisthana chakra, qui est le chakra de l'eau. Donc c'est le chakra qui est le deuxième chakra. Hein. Il est situé au niveau du pelvis, au niveau des organes sexuels, et il est de couleur orange. Voilà. Donc là, méditez, visualisez avec cette visualisation-là, cette conscience-là. Et enfin, également très très bien pour Vata, on va aller chercher bien entendu Ajna chakra. Voilà. Violet ou la couleur indigo. Ça dépend. Et on va aller travailler avec la fréquence 741, qui est la fréquence de l'éveil de l'intuition, enfin d'éveiller l'intuition, mais également de l'activer. C'est pas tout de l'avoir éveillé, il faut l'activer également, une petite subtilité. Et c'est également une fréquence qui va aller travailler sur l'expression de soi, mais du vrai soi, pour avoir une vie pure et une vie stable. Voilà. Donc, méditer en fonction des fréquences, méditer avec la conscience sur les chakras et avec une visualisation de la couleur correspondante. Et ça, c'est que du bonheur aussi, quoi. Et là, on n'a que des petits Vatas qui sont super contents. Comme on parlait des couleurs, également les couleurs, c'est celles que je porte, celles que je vois. Bien entendu, on va faire un petit peu de chromothérapie. Pour Vata, pour l'automne, voilà, on va aller chercher des couleurs vif pastel. Je dis vite, parce que vif, attention, pas vif, parce que sinon c'est trop, mais des couleurs vives pastel, ou pastel vive, si vous voulez. On va aller chercher du jaune, on va aller chercher de l'orange et on va chercher du blanc. Ça, c'est les couleurs qui apaisent Vata. Mais pas un jaune pétard, un jaune plutôt pastel, qui va adoucir, on vient chercher de la douceur avec Vata, qui ne vient pas heurter les yeux, voilà, de la douceur. Ces couleurs qu'on a plaisir à regarder, et pas qui viennent heurter. On évitera le gris, on évitera le brun, et on évitera bien entendu le noir. Ça, le noir devrait être toujours évité, puisque c'est une couleur qui capte le noir. Vous savez que, en fait, le principe des couleurs, c'est que la composition, on va dire, de la chose qui a la couleur, une chose jaune en fait, absorbe toutes les couleurs sauf le jaune. Et c'est pour ça qu'on la voit jaune. Et le noir en fait absorbe tout. C'est une couleur qui a la capacité de tout absorber. Tout absorber. Donc imaginez quand vous portez du noir ce que vous absorbez. Allez dans le métro en portant du noir, mais punaise, vous comprenez après pourquoi certaines personnes sont un petit peu pas au top de leur forme. Le noir, voilà, ça capte tout et puis ça retient tout. C'est quand même pas cool. Si vous aimez le vert et le bleu, utilisez-les avec d'autres couleurs pour Vata. C'est mieux.
Au niveau de la lithothérapie, donc du soin par les pierres, on va pouvoir également, bien entendu, aller chercher les pierres qui vont apaiser le système nerveux. Alors, pareil, une pierre, dans le respect de la pierre, bien entendu, dans le respect, et déjà, le respect d'une pierre, c'est pas d'acheter n'importe quoi. Voilà. Vraiment, une pierre, ça a un coût. Ouais. Donc choisissez-la. Enfin bon, après, on fera un autre live sur les pierres, parce que là encore, c'est vraiment quelque chose de passionnant. C'est pas le but, là, on atteint déjà 1 heure de live, je crois que c'est déjà pas mal. Ça va être un petit peu long. Donc voilà, les pierres, celles pour apaiser le système nerveux sans rentrer dans les détails, les émeraudes, le jade, le péridot. Le saphir jaune, la topaze jaune, la citrine jaune, et toutes les pierres, on va dire, de couleur dorée sont excellentes également pour Vata. Si vous en portez, mesdames, ou si peut-être on va vous en offrir, demandez à ce qu'elles soient serties dans de l'or. L'or, c'est le mieux pour Vata. Évitez dans tous les cas l'argent qui est un métal froid. Allez chercher un métal chaud. Et on va également aller chercher le grenat et le rubis, puisque ce sont des pierres qui augmentent l'énergie. Et ça, c'est quand même super cool pour Vata, qui a tendance un petit peu à en manquer. Voilà, je ne m'étale pas plus sur les pierres. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous me les posez, vous m'envoyez un message, vous les postez en commentaire. J'y réponds le plus rapidement possible. Voilà. Et bien ça fait déjà pas mal. Ça fait déjà pas mal. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a été suffisamment clair. Si ce n'est pas le cas, vous me posez les questions. Rendez-vous la semaine prochaine, donc à 18h30, pour voir ensemble comment est-ce qu'on peut adapter notre alimentation. Pour Vata. Donc ça sera rendez-vous la semaine prochaine à 18h, donc jeudi à 18h. Si vous avez aimé, vous n'hésitez pas à liker, à me mettre un petit commentaire et à partager, parce que c'est toujours sympa, moi ça me fait toujours plaisir, et puis je pense que ça peut faire plaisir et ça peut accompagner d'autres personnes. Donc c'est top. Et voilà, je vous remercie, je vous souhaite une très belle soirée, ou une très belle journée si vous la regardez en replay. Prenez bien soin de vous, et puis à bientôt. Namasté.